Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la fabrique de l'ennemi par le cinéma américain. Ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, spécialiste des questions stratégiques et militaires, Pierre Conessa porte un regard de géopoliticien sur un vaste catalogue de films américains qu'il analyse dans Hollywood chez Robert Laffont. Hollywood, arme de propagande massive. Il y raconte comment d'usine à rêve, la place forte du cinéma américain est devenue une usine à représentation qui a forgé l'opinion. S'inscrivant dans un axe du bien et du mal dessiné par Washington, il s'est au fil des décennies attribué le rôle du gentil et a distribué celui du méchant aux Noirs, aux Indiens, aux Mexicains, aux communistes avant d'incarner la figure de l'arabo-irano-terroristo-musulman qui fait aujourd'hui peur au monde entier, ce cinéma américain. Bonjour à vous, Pierre Conessa. Bonjour. Le cinéma américain, vous le mettez directement sur le banc des accusés. C'est comme ça que vous avez abordé cette question? Non, je crois que si vous voulez, si on doit avoir une espèce de comparaison historique, j'ai l'impression de me trouver dans la situation de Martin Luther, vous savez, quand il critiquait les indulgences. Et il avait en face de lui des gens qui disaient « Mais enfin, vous vous rendez compte, vous êtes en train de critiquer la papauté. » Bon. Or, tout le monde reconnaît aujourd'hui que les indulgences, c'était quand même une immense escroquerie qui a rapporté beaucoup d'argent, puisqu'elle a permis la construction de Saint-Pierre de Rome. Mais aujourd'hui, effectivement, Hollywood, ça n'est pas que les films de qualité que nous voyons, nous, puisque nous avons la chance d'avoir des films d'exportation. Ce qui m'a frappé aux États-Unis, c'est la masse des mauvais films. Et c'est cela qui fabrique l'opinion. Puisque finalement, quand on vous dit qu'il y a eu 2700 westerns, je doute que quelqu'un les ait tous vus, mais on se rend bien compte que dans la masse, l'Indien est quand même rarement le gentil, le cow-boy est le méchant, et c'est quand même la légitimation d'un génocide. Bon. Or, moi-même, de ma génération, effectivement, je ne pouvais être que le cow-boy, je ne pouvais pas être l'Indien. Donc vous avez là une mécanique de propagande qui n'a jamais été analysée comme propagande, puisque évidemment, on considérait que c'était une production artistique. Mais si vous voulez, on invente simultanément la propagande et la publicité aux États-Unis. La publicité, c'est de la propagande commerciale et la propagande, c'est de la publicité politique. Mais c'est la même méthode. Et l'intelligence du cinéma américain, c'est justement d'avoir toujours masqué le côté propagandiste qui était particulièrement démonstratif quand on regardait les films nazis ou les films communistes, où il y avait une légitimation du système. Tandis que dans la propagande américaine, c'est la légitimation du héros, le héros jacksonien, c'est-à-dire l'individu qui seul contre le système, va montrer qu'il avait raison, par exemple. Mais sur votre définition de la propagande, est-ce que la propagande est forcément une construction? Est-ce qu'elle a été pensée comme telle, y compris pour le cinéma américain, ou est-ce qu'on peut être propagandiste malgré soi? D'abord, il faut penser qu'effectivement, c'est un produit qui doit sortir des studios. Bon. Ce produit doit répondre à une attente du public. Bon. Et donc, c'est une logique commerciale. L'homme important dans le système américain, c'est le producteur. C'est rarement l'acteur, c'est rarement le metteur en scène. Il y a des producteurs indépendants, mais enfin, les majors, si vous voulez, c'est une logique commerciale. Bon. Donc, c'est une propagande au sens où le producteur est celui qui dit « je sais ce que le public attend ». Et donc, le rapport à l'histoire, le rapport à la vérité n'a aucune importance. Le rapport à l'histoire, à l'autre en particulier, c'est simplement que l'autre ne peut être qu'un méchant, un envieux, un ennemi, un criminel, etc., puisqu'on vit dans le meilleur système du monde. Donc, il y a une logique d'auto-légitimation, si vous voulez, dont je vous citerai des exemples, si vous le souhaitez, qui sont extrêmement fréquents. Et j'en termine, je fais l'éloge des mauvais films américains. C'est ça ma caractéristique. Des mauvais films américains, mais aussi des stéréotypes, donc, qui peuvent s'en dégager aujourd'hui. Et quelle vision du monde, ou quel monde ils ont pu à un moment ou un autre construire. J'en reviens à cette idée de conscience. Vous nous dites aujourd'hui, ces films conçus, portés par des producteurs, ils ont été conçus pour des millions d'Américains, mais c'est en fait quand même une opinion mondiale que ces images ont forgé depuis au moins un demi-siècle. C'était pourtant pas la préoccupation première des producteurs. Non, c'est vrai que ça n'était pas la préoccupation première. La première est certainement de faire ce processus de bizutage de cette société multicouche, comme un oignon, si vous voulez, qu'est la société américaine, c'est-à-dire que les nouveaux arrivants, donc ceux qui, à un moment ou un autre, sont considérés comme des autres, vont passer par ces phases de bizutage cinématographique où ils sont le serviteur, l'esclave, le méchant, etc. Et puis, progressivement, ils vont commencer à produire leur propre cinéma. Donc, le système, si vous voulez, va les intégrer. Je cite des exemples faits par des Américains, soit des arabo-musulmans américains, soit des sino-américains, qui analysent avec le point de vue de leur double culture la façon dont on les a regardés. Je les cite dans le bouquin, et c'est extrêmement intéressant parce que eux aussi ont travaillé sur la masse des films, c'est-à-dire quels sont les stéréotypes qu'on nous a appliqués.
Et donc, mon regard est évidemment celui d'un géopoliticien, mais étranger. Mais le Frenchie a eu droit aussi à son bizutage. À ces mauvaises années. Vous dites aussi, Pierre Conessa, que l'imaginaire américain a besoin de se nourrir d'ennemis. Alors pourquoi? En quoi ces adversaires, fictifs ou réels, sont aussi un gage d'unité pour le pays? Vous savez, Carl Schmitt, le philosophe allemand, lui, considérait que c'était la fonction première du politique de définir l'ennemi. Et c'est vrai que c'est une analyse qui a beaucoup marqué la réflexion sociologique. Simplement, ce que Carl Schmitt n'a jamais déterminé, c'est comment se fait ce processus de désignation de l'ennemi. C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui on va considérer que Poutine est une menace plus importante que l'Arabie Saoudite. Vous voyez, ce qui est quand même une question qui est tout à fait légitime aujourd'hui dans la société française. Mais donc, moi, ce qui m'a intéressé dans ma vie professionnelle, avec le livre sur la fabrication de l'ennemi, qui est un livre antérieur, c'est comment se fait le cinéma. Comment se fait ce choix? L'originalité de la société américaine, c'est que c'est une société très fière d'elle-même. Vous avez vu le nombre de drapeaux qui y avait un peu partout, le barbecue, la voiture, le toit de la maison, etc. Et je me disais, mais comment peut-on être si fier d'une identité nationale qui a quand même été esclavagiste, ségrégationniste jusqu'aux années 60, raciste encore aujourd'hui, génocidaire à l'égard des Indiens et quand même impérialiste quoi qu'il advienne. Donc je vais dans une librairie et je dis, je voudrais voir vos livres d'histoire. Et le libraire me dit, mais il n'y a pas de livre d'histoire, il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale. Chaque État est responsable de son propre enseignement. Ça veut dire que éventuellement même la guerre de sécession racontée en Caroline du Nord, en Californie, c'est pas tout à fait la même guerre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le cinéma qui fait le récit national américain. Et d'où la réponse à votre question, c'est-à-dire ce récit national, il a fait comme nous, on l'a fait avec Michelet. Le pays est une espèce d'image d'une réalisation divine sur Terre. Et donc l'autre, encore une fois, ne peut être qu'un envieux, un ennemi, une menace, un porteur de vices. Donc là, on va au-delà du soft power. C'est pour ça que vous dites Hollywood, arme de propagande massive. C'est-à-dire que très rapidement, si vous voulez, ce cinéma, par sa puissance, sa créativité, l'intelligence de ses producteurs, de ses scénaristes, va très vite s'internationaliser. Effectivement, dès les années 20, 30, commencent à arriver en France des films américains. Le véritable déblocage se fait au moment des accords Bloom-Burns qui vont se signer en 1946, c'est-à-dire quand la France détruite va demander un prêt aux États-Unis et que les producteurs américains vont exiger l'ouverture du marché national français, avec des quotas, etc. Mais ça veut dire que c'était déjà pensé aux États-Unis comme quelque chose qui était une image extrêmement importante de la vision que les autres auraient des Américains. Et je donne dans le livre un sondage qui est extrêmement intéressant, qui s'est fait en 4 étapes, qui s'est fait juste après 45, puis jusqu'à aujourd'hui 2015, c'est-à-dire toujours la même question, avec l'évolution de l'opinion sur la même question. La question étant, selon vous, quel est le pays qui a le plus collaboré à la défaite de l'Allemagne ? Alors à l'époque, c'était la Russie à 60%. Aujourd'hui, c'est les États-Unis à 60%. Or, c'est le même phénomène historique. Ça veut bien dire qu'il y a eu un soft power, si vous voulez, qui, au bout du compte, a réussi à transformer l'opinion française pour faire que le héros est américain. Les Américains perdent, sur les 2 théâtres de conflit de la Seconde Guerre mondiale, autant d'hommes que les Russes à Stalingrad. Donc ça n'est pas du tout la même guerre. Mais pourtant, dans notre imaginaire collectif, cette guerre, on l'a vu tellement de fois à travers le cinéma, donc le héros ne peut être qu'américain. Juste avant de laisser la parole à Antoine Mercier, c'est toujours de comprendre, est-ce que tout ça a été voulu? Est-ce qu'il y a un moment un grand cerveau qui a pensé cette dimension, cette fonction stratégique d'Hollywood à vos yeux? Qui a compris le premier à quel point Hollywood pouvait constituer cette arme de propagande massive? Est-ce que c'était une industrie stratégique? Non, je ne crois pas que ce soit pensé, si vous voulez. C'est vécu. Exactement, même remarque, si vous voulez, l'histoire nationale racontée par Michelet pour nous, qui a donné naissance à nos manuels d'enseignement de l'histoire, ça n'a jamais été voulu. C'était simplement une espèce de récit épique de l'histoire qui faisait que la France était le plus beau pays du monde, peuplé de héros qui allaient de Jeanne d'Arc à Bayard en passant par Napoléon, etc. Avec, encore une fois, la construction d'un sentiment national. Et là, cette fonction a été assumée par Hollywood parce qu'elle correspondait plutôt à une espèce de capacité à construire l'identité nationale. On est frappé, si vous voulez, à Hollywood, entre la capacité extraordinaire d'autocritique sur le système, à l'intérieur, et l'absence totale de rapport historique ou de crédibilité, si vous voulez, quand on est en rapport avec l'autre. Je vous en prends des exemples. Le cinéma hollywoodien a une fonction de réécriture de l'histoire, en particulier de faire revivre les défaites. L'histoire de la guerre du Vietnam est extrêmement intéressante parce que tous les films qui ont été faits après, en général une vingtaine d'années après, et qui sont des films critiques sur le Vietnam, ne parlent jamais de la légitimité de la lutte des Vietnamiens. C'est toujours la souffrance du soldat américain. Nous aussi, on a fait la chose 20 ans après la guerre d'Algérie, mais enfin, le premier film qui doit être 20 ans dans les Aurès, c'est pas du tout l'histoire d'un type qui souffre du combat, c'est un type qui, au contraire, déserte pour sauver un prisonnier algérien. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques. Les côtés les plus cocasses, si vous voulez, c'est Rambo.
Rambo, c'est l'ancien combattant désespéré de l'accueil des anciens combattants au Vietnam, du Vietnam dans Rambo 1. Rambo 2, il redevient combattant, et donc il repart au Vietnam pour libérer des prisonniers de guerre que ces salauds vietnamiens n'ont jamais libérés, et il va tuer 76 personnes, je les ai comptées. Bon, j'ai dû me tromper, parce qu'après j'ai trouvé 87 sur un autre site. Imaginez une minute qu'on fasse un film comme ça sur l'Algérie. On renvoie en Algérie un ancien combattant algérien qui va tuer 76 Algériens. Vous imaginez le scandale politique que ça ferait? Là-bas, on vous explique que c'est un très bon film. J'ai eu une discussion sur American Sniper avec des cinéphiles. Ils m'ont expliqué que c'était une critique de la guerre. J'ai dit, on n'a pas dû voir le même film. Peut-être quand même, quand vous définissez effectivement ce récit national qui est fabriqué par le cinéma, et que vous dites qu'il y a des héros américains, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'ils soient plutôt au service du bien défini, tel que défini par les Américains, qui voient qu'il y a un bien et un mal, et un héros qui défend le bien pour l'humanité entière? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il s'agit de se considérer soi-même comme une incarnation du bien et les autres le mal? Vous dites par rapport à la question de l'altérité. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt une bonne intention, peut-être meurtrière et finalement qui est détournée? Mais est-ce que vous accordez quand même l'idée qu'il y a une forme de vocation universelle que l'Amérique doit déployer dans le monde? Oui, cela dit, première remarque, mais encore une fois cocasse, si vous voulez, les Américains ont fabriqué le super-héros. Nous, on n'a jamais réussi à faire ça. Si vous voulez, encore le super-héros, c'est Chuck Norris, c'est Stallone. Stallone, si vous voulez, est le symbole même de l'ancien combattant alors qu'il n'a jamais fait la guerre. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas parti au Vietnam. Donc vous dites, tiens, c'est étrange. Bon. Donc il y a l'idée que le combattant américain est un combattant de pointure totalement impensable. Deuxième chose, il y a le traitement de la guerre. C'est-à-dire comment la guerre est-elle vue par le cinéma américain. La caractéristique des États-Unis, c'est que c'est un pays qui n'a jamais connu la guerre. La guerre de sécession, ça s'est terminé en 1865. Le dernier ancien combattant est mort dans les années 50 en France, aux États-Unis. Et donc, les Américains ne savent pas ce que c'est qu'une ville détruite, qu'est-ce que c'est que des points d'eau, qu'est-ce que c'est que des tickets de rationnement. Donc, toute la guerre a été vécue à travers le cinéma. Et encore une fois, que ce soit d'ailleurs sur les guerres indiennes, ou que ce soit sur la Seconde Guerre mondiale, ou que ce soit la guerre du Vietnam, le rapport à la violence, si vous voulez, cinématographique, est totalement déconnecté de la réalité. Je vous en cite un exemple. Vous savez, Clausewitz, le grand penseur de la stratégie militaire, dit qu'il y a dans la guerre le brouillard de la guerre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où se trouve l'ennemi, on ne sait pas où se trouve soi-même, on ne sait pas où se trouvent ses camarades. Et donc, le souci principal du combattant, c'est de faire attention à ne pas se faire tuer. Bon. Mais vous ne pouvez pas faire coucher Stallone dans une zone invisible. Donc, Stallone va se lever au milieu de ses ennemis avec une mitraillette dans chaque main et il va tirer comme ça en touchant tout le temps. Parce que les contraintes du cinéma fait que le spectateur doit s'identifier au héros. Et le héros ne peut pas être humilié, il peut pas être... Donc, vous avez une vision de la violence qui fait qu'aux États-Unis, avec le tout sur une méconnaissance de l'histoire et de la géographie qui est assez étonnante, vous avez donc quelque chose qui est une valorisation du rapport à l'autre. Alors après, évidemment, le héros est porteur du bien. Il est censé être porteur du bien universel, sauf quand il traite de l'autre, quand même. Je vous signale quand même que pour parler du basané, c'est-à-dire du héros sud-américain, dans les années 20, vous aviez un stéréotype du Mexicain qui s'appelait The Greasy, c'est-à-dire ce Mexicain, il devait être gras, huileux, mal rasé, avec un rire sardonique. Et évidemment, il était toujours cette espèce d'individu cruel avec son grand sourire qui faisait qu'il pouvait justifier n'importe quelle violence. Bon, vous imaginez la tête des Mexicains se voir représentés comme ça. Par contre, il avait une petite qualité, c'est qu'il y avait la bomba latina, c'est-à-dire qu'il avait une femme qui pouvait être représentée en violation des règles de censure morale qui étaient ceux du code ICE, c'est-à-dire qu'elle pouvait danser, elle pouvait être avec un décolleté fantastique, elle pouvait être sensuelle, mais parce qu'on disait ça c'est des sauvages, c'est pas grave. Pareil, la femme indienne, si vous voulez, pouvait avoir les jambes nues. Alors que les femmes de cow-boy, vous avez vu, c'était toujours la robe à balconner. Bon. Voilà, donc c'est une des fonctions du cinéma de se servir de l'autre pour éventuellement contourner quelques difficultés internes. Mais alors, cela dit, sur le rôle du français, si vous voulez, pour ce qui nous concerne, c'est aussi pas mal. Exemple ? Si vous voulez, le français, ça a été... disons, bon, excepté le côté exotique de Paris, etc. Dans les scènes de guerre, c'est surtout ça qui m'a intéressé. Le français, c'est le collabo. C'est-à-dire, effectivement, dans Casablanca, c'est l'officier qui va essayer de les empêcher de partir, etc., etc. Il y a un épisode que je trouve très drôle aussi, c'est que vous savez que, par exemple, Gabin était à Hollywood quand la guerre se déclenche, et finalement, il décide de quitter Hollywood sans en parler à personne pour aller rejoindre les forces françaises libres. Bon. Et donc, il s'engage dans les convois, et il est mitrailleur sur un convoi. Bon. Il venait de voir le film d'Humphrey Bogart qui s'appelait, je ne sais plus quoi, Bataille dans le Pacifique, dans l'Atlantique, enfin quelque chose comme ça. Et
Gabin, sous le feu des avions allemands, les bombardements, les sous-marins, etc., se remémorait des scènes où Humphrey Bogart était seul aux commandes de son bateau, souriant et évidemment d'un calme impassible, impavide. Et il se disait, quel con ce Bogart, quel con ce Bogart. C'est-à-dire que la représentation qu'on faisait aux États-Unis de ce qu'était la réalité de la guerre n'était absolument pas une règle de réalisme, c'était une règle de valorisation du héros. Et donc, on est dans quelque chose qui est, cette époque-là, c'est le collabo. Ensuite, alors il y a une espèce de fascination extraordinaire des Américains pour la Légion étrangère. Ils aiment beaucoup la Légion étrangère, cette espèce d'idée de force armée disponible pour quel que soit le conflit, avec ces hommes perdus, si vous voulez, qui vont vivre à travers la guerre. Et donc il y a 2 ou 3 films sur la Légion étrangère qui sont extraordinaires. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Beau Geste, qui est un film avec Gary Cooper quand même dans le Légionnaire. Et évidemment, Marlène Dietrich tombe amoureuse de son beau légionnaire. Et scène finale, elle va le suivre dans le désert, parce qu'il part en patrouille. Elle va le suivre dans le désert, parce qu'en Algérie, comme vous le savez, il n'y a que du désert. Et donc, elle va enlever ses souliers à talons pour le suivre dans les sables du désert. Bon, faut l'inventer quand même. J'ai jamais vu cette scène à la Légion étrangère, il faudrait que je pose la question d'ailleurs. Et donc, vous avez des scènes comme ça. Et puis alors, la fin, c'est l'époque de la crise, si vous voulez, du French bashing. Au moment où Jacques Chirac refuse d'aller en Irak, vous avez un déclenchement d'une campagne anti-française extraordinaire. On avait sur Internet à l'époque des trucs. Le drapeau français, c'est le drapeau blanc, par exemple. Vous voyez, c'est le type qui... On débaptisait les French fries aussi. Oui, c'est ça, ils débaptisaient les French fries, etc. Et donc, le cinéma s'en est fait l'écho. C'est-à-dire que tous les films proposés à des auteurs français et des acteurs français qui rêvaient d'aller à Hollywood sont tous des rôles de méchants. Je cite une phrase excusez-moi, j'ai oublié le nom, de Lambert Wilson, qui dit, mais c'est extraordinaire, je suis atteint d'une Los Angelite aiguë, parce qu'on ne me propose que des mauvais rôles. Et c'est pas moi qui fais la citation, c'est lui. Donc, si vous voulez, après ça, évidemment, ça va se tasser, mais il reste qu'on est une espèce de, d'entité culturelle difficilement compréhensible pour les Américains. Donc, vous dites que le cinéma américain, hollywoodien, a aussi permis de légitimer des réalités et d'en masquer certaines autres. À propos des cow-boys et des Indiens, vous parlez effectivement de cette épopée génocidaire. Et puisqu'on parle de cet autre que les productions hollywoodiennes ont stigmatisé, vous faites le tour de ces ennemis imaginaire, devenu réel par cette contamination de l'opinion qu'Hollywood a permis au fil des décennies. Ça commence avec le noir, ça se poursuit avec le peau rouge. Ensuite, vous allez sur toutes les nuances de jaune, comme vous l'avez déjà exprimé. Le basané, donc le latino, le bandido, ce trafiquant de drogue ou dictateur sanguinaire. Le blanc, le nazi, le communiste. Et puis, on va en arriver à aujourd'hui avec la démonologie bouchot-trumpienne, qui est donc l'ennemi aujourd'hui du cinéma américain et des États-Unis. C'est vrai qu'on est entré, avec la disparition de l'URSS, dans une espèce de géopolitique qui s'est considérablement complexifiée, parce qu'il n'y a plus l'ennemi soviétique, donc tout à coup, l'imagination est débridée. Bon, alors moi, j'appelle ça un minestrone de l'ennemi, parce qu'effectivement, il y a un mélange de tout, et qui peuvent être dans le même film, si vous voulez, des ennemis... qu'on n'attendait pas. Bon, alors, le Russe a beaucoup perdu, il a décliné, mais enfin, il réapparaît de temps en temps dans un certain nombre de films où il faut faire du terrorisme. Alors, je me suis amusé, par exemple, sur la série qui s'appelle The Hard, vous savez, qui est cette série avec Bruce Willis, où, en tricot de peau Marcel, si vous voulez, il sauve la planète régulièrement. Le premier, il se bat contre des Russes et des Germano-Russes. Il se bat contre un dictateur sud-américain entouré de mercenaires dont on ne connaît pas la nationalité. Dans le deuxième, il tue... ça, c'était le deuxième. Dans le troisième, il se bat contre des terroristes allemands. Bader-Meinhof, je ne sais pas. Le quatrième, des cyberhackers. Le cinquième, contre un oligarque russe qui a des intentions nucléaires. Bon. C'est pour vous dire que, si vous voulez, le champ est ouvert. Les scénaristes, du moment qu'il y a quelque chose qui marche, que le héros est figé, si vous voulez, dans la représentation cinématographique, à ce moment-là, il est polyvalent. Il est un couteau suisse, si vous voulez, de lutte contre la menace. Donc, dans quelle mesure, quand même, tout ça, ce ne sont pas des fondamentaux du cinéma, d'avoir une polarisation, un héros auquel on s'identifie? Enfin, est-ce que ça, c'est pas une structure classique que vous prenez spécifiquement pour un cinéma américain, mais qui finalement a les mêmes ressorts partout? Est-ce que vous ne chargez pas donc spécifiquement le cinéma américain de cela? Non, c'est-à-dire que vous avez raison de le faire remarquer. Simplement, encore une fois, moi, je me prétends spécialiste des mauvais films. C'est-à-dire ceux dans lesquels il n'y a pas de second degré, il n'y a pas de troisième degré. Bon, je ne sais pas si le cahier du cinéma parle rondement au livre, mais moi, si vous voulez, c'est le film où les Indiens sont les méchants et les cow-boys sont les gentils, où le jaune est un méchant. Je vous cite l'exemple de ces films post-Vietnam. Vous n'avez aucun héros vietnamien dans ces films, que ce soit Apocalypse Now, que ce soit Hamburger Hill, etc. Pareil pour l'Irak. Si vous regardez American Sniper, vous n'avez aucun Irakien positif.
Donc, je me fonde sur le cinéma américain parce que c'est celui qui a le plus de moyens, qui a cette capacité à reconstituer une espèce de situation parce qu'il a des moyens extraordinaires de participation de figurants, etc. Et donc, bien évidemment, chacun de ces films a cette force de conviction, donc de propagande. Mais quand vous regardez les mêmes films, si vous voulez, qui sont faits par la France sur la guerre, vous avez rarement le super-héros. Encore une fois, c'est une invention exclusivement américaine. Et donc, la distance à la guerre est évidemment une distance beaucoup plus critique pour ce qui nous concerne. On n'a aucune envie de recommencer le match. Tandis que les Américains peuvent le vivre comme ça, c'est pas un problème. Et donc, oui, les règles de fonctionnement sont effectivement celles que vous dites. Il y a toujours une espèce de coupure entre le gentil et le méchant, a fortiori quand on parle de film de guerre. Mais si vous reprenez, par exemple, 20 ans dans les Urès, ou si vous reprenez la 317e section, vous ne dites pas qui sont les gentils et les méchants. Vous dites comment se vit la guerre dans une section. Et ce film, il se termine par la mort de tous les membres de la section. Ou quand Schoendorfer tourne la 317e... la section Anderson, vous vous souvenez, ce documentaire, c'est ça. C'est-à-dire, tout à coup, la guerre, c'est violent, ça fait mal, ça tue. C'est pas du tout le super-héros. Pour aller dans votre sens, on a reçu récemment autour de cette grande table le romancier américain d'origine vietnamienne, Viet Thanh Nguyen, qui racontait comment et la difficulté qu'il a eu à reconnaître sa part vietnamienne, lui qui a grandi aux États-Unis, qui a visionné à peu près tous les films américains produits par Hollywood, qui lui ont permis de construire son imaginaire, de se sentir aussi américain. Il a écrit Le Sympathisant, un roman prix Pulitzer en 2016. Écoutez ce qu'il en dit. Alors, quand on regarde en fait ces films américains, quand on lit ces livres américains, évidemment, on voit bien que le plus grand stéréotype, c'était que c'était une guerre américaine, une espèce de guerre qui était en dehors du sol américain, mais qui avait divisé tout le pays. Et les Vietnamiens n'étaient là, en fait, dans ces récits que pour être sauvés, pour être tués, pour être sauvés. Et si on avait quelque chose à dire, c'était tout simplement de dire merci aux Américains. Et j'ai trouvé que c'était une manière qui était simpliste de regarder le passé, et c'était qui continuait en fait à justifier l'histoire américaine. Et il y avait vraiment un besoin très important de contredire en fait cette version américaine. Est-ce qu'il y a un besoin de contradiction pour vous aujourd'hui, Pierre Conessa? Est-ce qu'il faut revenir sur ces films, les analyser, les étudier pour produire des contre-discours? Écoutez, encore une fois, moi je suis un grand admirateur du cinéma hollywoodien, le bon, évidemment, mais je suis un grand spécialiste du mauvais film. Bon. Et donc ça c'est extrêmement important, si vous voulez comprendre, parce que... Mais Apocalypse Now est un mauvais film, par exemple, pour vous? Il est un mauvais film dans son rapport à la réalité. C'est tiré de La Force des Ténèbres, qui n'est pas du tout un roman consacré à la guerre du Vietnam, mais on transpose la problématique du soldat devenu fou, etc., dans un contexte vietnamien. Mais regardez le film à nouveau, vous n'avez aucun Vietnamien positif. C'est-à-dire on ne sait pas pourquoi les Vietnamiens résistent à cette fantastique offensive commerciale qui était l'arrivée de soldats américains en masse. Bon. Donc encore une fois, on n'est pas sur une explication historique, on est sur quelque chose qui est la construction d'une mythologie. Et je comprends que ce monsieur ait été choqué en tant que Vietnamien de voir qu'il ne pouvait pas y avoir de côté positif à l'histoire de la guerre du Vietnam. Donc on est dans cette situation où il n'y a pas d'enseignement de l'histoire dans les écoles américaines. Par exemple, vous vous souvenez de ce film qu'a fait cet écrivain américain, I'm Not Your Negro? Enfin, plutôt c'est un documentaire français sur le roman sur l'œuvre historique de James Baldwin. Voilà. Et donc, à la fin, on demande que ce film soit présenté dans les écoles américaines, inscrit au programme. Mais il n'y a pas de programme. Ça veut dire que de toute façon, si vous le passez en Caroline du Sud, vous ne le passerez pas. Parce que c'est la décision de dire qu'on ne peut pas expliciter aussi clairement le fait qu'il y a encore du racisme aux États-Unis. Donc, vous voyez, on est sur des situations où la complexité américaine, oui, mais à contrario et à propos de contre-récit, le carton au box-office l'an passé, c'est Black Panther. C'est justement un film qui revisite aussi cette mythologie américaine sur la place des Noirs et des Afro-Américains dans la société, qui les présente d'ailleurs. Tous les héros sont noirs. Vous écrivez, le cinéma hollywoodien a ainsi offert une assise visuelle au racisme américain et mondial, tant dans la narration que dans la mise en scène, le montage et la technique. Avec cette population qui a pu être à un moment diabolisée, on voit aujourd'hui des contre-récits, des contre-storytelling qui sont produits aussi par Hollywood et qui sont donc quoi plutôt pour vous annonciateurs de bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a une réconciliation, l'ennemi est redevenu ami.
L'unité s'est recréée? Non, je crois qu'il y a deux choses. Il y a effectivement le fait que moi, je m'intéresse à la production de masse. C'est-à-dire, pour moi, le succès d'un film, c'est le nombre de spectateurs. C'est pas la qualité du film. Bon. Pensez que, par exemple, le film Apocalypse 9/11 ou Columbine sont des films qui n'ont eu leur succès que parce qu'ils ont été couronnés à Cannes. Et ils sont revenus ensuite aux États-Unis, couronnés d'une palme qui effectivement a un certain respect. Donc, ils ont à ce moment-là, ils se sont ouverts des réseaux de distribution. Donc, la remarque que vous faites, c'est l'arbitrage entre deux choses qui sont ces majors, qui continuent à faire une masse de mauvais films, et puis des producteurs indépendants ou des acteurs qui décident de s'investir eux-mêmes. Le rôle joué par des gens comme Redford, des gens comme... Même Clark Gable, par exemple, je cite cet exemple, vous savez, dans Autant en emporte le vent, qui est vraiment le stéréotype, dans lequel vous avez tous les stéréotypes du noir. Quand la première du film est projetée à Atlanta, qui est une ville qui a été rasée par la guerre de sécession, il y a encore des lois racistes qui font que Hattie McDaniel, qui joue la mama, vous savez, cette grosse dame qui est un personnage important de Autant n'importe quoi, ne peut pas entrer dans la salle de cinéma. Et donc elle dit, Clark Gable dit, dans ce cas-là, je n'y vais pas. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'à l'époque, prendre une position comme ça pour défendre une actrice noire, c'était formidable. Et c'est elle qui lui dit, non, vas-y, parce que ça peut nous aider. Et donc, vous avez à la fois ces prises de position de producteurs indépendants, vous avez ces prises de position d'acteurs indépendants. Marlon Brando, par exemple, refusant l'Oscar, en faisant lire par une jeune indienne, c'est l'époque où il y a les grandes manifestations de Wounded Knee, vous savez, avec les Indiens qui demandaient un statut, etc. Eh bien, cette jeune fille va venir refuser le prix à sa place, elle lit tout un long discours que la salle lui interdit de conclure. Donc, vous voyez, vous avez cette contradiction dans le cinéma américain. Et encore une fois... Les plus grands succès, c'est malheureusement pas les films sur les Noirs, c'est les films sur Stallone, de Chuck Norris, et c'est tout ça. Cela dit, la distance critique aux États-Unis est fantastique. Vous avez un site, par exemple, qui donne chaque année le titre du film le plus meurtrier. Parce que vous savez bien que dans les films américains, si vous voulez, il faut qu'il y ait beaucoup d'hélicoptères et beaucoup de morts. Et donc, chaque année, vous savez, ce site comique, satirique, qui délivre le prix du film le plus meurtrier de l'année. Ça vous prouve bien que dans la société américaine, vous avez la même distance critique que celle que j'observe. Alors, il y a Hollywood et il y a peut-être l'évolution au fil des années. Et aujourd'hui, on dit qu'Hollywood perd un petit peu la maîtrise de cette production de récits pour peut-être Netflix ou des séries. Qu'est-ce que vous dites de ce passage ? Écoutez, moi, j'attendrai de voir les mauvais films diffusés par Netflix. Je suis toujours pareil à l'affût, si vous voulez, de ce qui est constitutif de l'opinion publique. Nous, on a eu notre période de films coloniaux, par exemple. Et à l'époque, l'Algérie s'était représentée avec des gens vivant dans le sable, dans le désert, etc. Bon. Donc, encore une fois, c'est cette constitution d'une espèce d'identité collective qui se fait à partir du cinéma. Donc, que les majors s'inquiètent effectivement du fait qu'il y ait des nouveaux modes de production. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est comment des producteurs indépendants vont se mettre en opposition, si vous voulez, au discours dominant. Regardez le cas, par exemple, de Hollywood avec l'Allemagne d'avant-guerre. À l'époque, l'Allemagne était le marché commercial le plus important de toute l'Europe pour l'exportation des films américains. Bon, il y a un personnage dans le paysage qui s'appelle Goebbels, qui dit aux producteurs américains, si vous faites un film critique sur le régime nazi, j'interdirai tous les films américains. Réaction des producteurs, c'est-à-dire on ne fait pas de films anti-nazis. En plus, il y avait une grosse communauté allemande aux États-Unis, donc on fait des films anti-japonais. Ça marche toujours. Bon. Et donc, le seul producteur indépendant, ça va être Charlie Chaplin, qui va faire Le Dictateur, etc. Et donc, à ce moment-là, dès que la guerre commence, Hollywood se trouve face à une difficulté, c'est qu'ils ont tellement diabolisé les Japonais et tellement préservé les Allemands qu'il faut qu'ils rétropédalent pour expliquer pourquoi on fait la guerre en Europe. Parce qu'autant la Pearl Harbor justifiait la guerre, et donc là, vous aviez la preuve de la trahison des Japonais, autant il fallait convaincre l'opinion publique qu'il fallait faire le même effort de guerre, si vous voulez, contre les Allemands, qu'on avait jusque-là totalement préservé. Donc on est parfois dans ce décalage qui est assez cocasse, où vous dites, bon, c'est pas grave, on va rattraper, on a du savoir-faire. Qu'est-ce que vous dites de Spielberg, par exemple, dans ce Spielberg est un formidable réalisateur, parce que il a une notoriété telle qu'aujourd'hui, il peut faire passer sa propre capacité créative. Moi, je pense en particulier à un film qui a été fait sur l'épisode, vous savez, de l'enlèvement de l'équipe israélienne des Jeux Olympiques à Munich. Bon. Et effectivement, il fait un film qui s'appelle Munich, je crois, je me souviens bien, dans lequel il fait non seulement l'attaque, mais en plus, il explique le point de vue des Palestiniens. Bon, il a été très critiqué pour ça, parce que justement, il essaye d'avoir cette... Pareil pour le soldat Ryan, il va voir des anciens combattants et il leur demande comment c'était, physiquement, vous, quand vous avez vécu. Et il en conclut qu'il faut faire toute la scène, caméra à l'épaule, c'est-à-dire être un combattant. Bon. Ça, c'est du professionnalisme. C'est pas Stallone qui, encore une fois, ou Chuck Norris, si vous voulez. Donc vous le mettez dans le bon cinéma. Ah ben oui, absolument. Et avec cette capacité critique qui fait que le même film peut être porteur de plusieurs messages.